Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous un arrêt très important de la Cour de cassation qu'elle a rendu le 6 octobre, dans lequel elle définit à quelles conditions les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes peuvent utiliser leurs armes et à quelles conditions, en fait, ils peuvent se prévaloir en fait de la légitime défense pour ne pas être responsables des blessures qu'ils auraient causées, notamment dans le cadre de manifestations. Et d'ailleurs, si vous relisez les faits de l'arrêt, il s'agissait en fait d'une rencontre de football et après cette rencontre de football, il y avait certains supporters qui avaient été un peu virulents et un des policiers avait tiré un flashball, si j'ai bien compris, sur un des supporters qui était en train de fuir. Donc en fait, le supporter était en train de courir et il a été frappé par un tir de flashball. Et c'est à l'occasion donc de ces circonstances-là que la Cour de cassation va unifier en fait tout le régime qui s'applique à l'usage des armes par les forces de l'ordre, sachant que c'est aussi un arrêt très important parce que pour la première fois, la Cour de cassation a statué sur un article euh, nouveau qui a été créé en 2017 et en le faisant, elle a vraiment montré que l'usage des armes, quel que soit le fondement juridique vis-à-vis duquel on se place, eh bien en fait c'est toujours le même régime juridique qui s'applique aux forces de l'ordre. Donc vous voyez, c'est vraiment un arrêt qui à mon sens est très important et je vous propose donc qu'on le reprenne brièvement. Et quelques mots d'abord sur quels sont les articles du code pénal qui nous intéressent. Alors vous avez en fait deux articles qui nous intéressent. Le premier c'est l'article 122.4 et l'autre c'est l'article 122.5. Alors l'article 122.4 du code pénal, il est important parce qu'il nous définit deux choses qu'on appelle l'autorisation de la loi et l'ordre de l'autorité légitime. Pour ceux qui font du droit pénal en général en licence, en deuxième année de licence, on étudie généralement ce fait justificatif à propos du procès Papon. La défense en fait de Maurice Papon, elle était de dire que les rafles des Juifs commandées par la Gestapo et par le régime nazi, c'était en fait un, un acte de l'autorité légitime, c'était, voyez, quelque chose qui était prescrit et autorisé par le régime nazi. Et en fait, cet argument-là n'a pas retenu l'attention de la Cour de cassation à l'époque, parce que justement, cet acte, il était manifestement illégal. On retrouve également cet arrêt, cette histoire de l'autorisation de la loi et l'ordre de l'autorité légitime à propos des paillotes de Francis en Corse qui avaient brûlé. Et là, en fait, il y avait un commandant de la gendarmerie, je crois, qui invoquait l'acte commandé par l'autorité légitime, et la Cour de cassation avait écarté l'argument en disant brûler des paillotes, c'était manifestement illégal. Donc vous voyez que parfois les forces de l'ordre vont dire bah nous n'avons fait qu'agir à la demande finalement de l'autorité légitime. Donc notre intervention s'est inscrite dans le cadre d'un acte, d'un commandement qui nous a été donné. L'autre chose que invoquent également les forces de l'ordre, c'est la légitime défense. Parce que la légitime défense, euh, pourquoi ça fonctionne bien, entre guillemets, c'est que la légitime défense, on peut l'invoquer lorsque il y a une atteinte qui est injustifiée envers soi-même, envers les forces de l'ordre, ou envers autrui, c'est-à-dire que les forces de l'ordre, elles sont là aussi pour protéger la population. Donc en fait, vous voyez que la légitime défense, ça fonctionne bien pour ça, parce qu'on peut défendre autrui. Et pour qu'il y ait une légitime défense, il faut qu'il y ait trois conditions cumulatives qui soient réunies. Il faut d'abord que l'acte commis par celui qui est en légitime défense soit nécessaire. Il faut également qu'il soit proportionné. Et troisième condition qui est très importante, il faut cette exigence de concomitance. C'est-à-dire que il faut que la légitime défense intervienne au moment où il y a cette atteinte injustifiée qui surgit. Euh, D'accord. Et c'est ça qui est très important, c'est cette exigence de concomitance. Pourquoi c'est important? Parce que euh, après les attentats de 2015, le législateur avait instauré dans le code pénal cet article, l'article 122 4.1. Et dans cet article 122 4.1, on retrouvait en fait l'idée que le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie, ils peuvent utiliser leurs armes dès lors qu'ils en font un usage absolument nécessaire et strictement proportionné. D'accord. Et vous voyez bien quand vous comparez les deux que
dans la légitime défense, il y a 3 conditions, la nécessité, le caractère proportionné et la concomitance, alors que dans l'article 122.4.1, il n'y avait pas cette exigence de concomitance. Autrement dit, les policiers et les gendarmes pouvaient utiliser leurs armes de manière nécessaire et proportionnée, mais ils pouvaient le faire avec un décalage dans le temps, une fois que l'atteinte injustifiée avait cessé. Autrement dit, ils pouvaient tirer et faire usage de leur arme vis-à-vis de quelqu'un qui fuyait et qui donc ne présentait à ce moment-là plus aucune atteinte injustifiée envers les forces de l'ordre ou autrui. Donc vous voyez que cet article, il a été assez décrié, parce qu'on s'est dit qu'est-ce que ça vient faire là dans la partie générale du code pénal, et donc il a été abrogé. Il a été abrogé par une loi de 2017, et cette loi de 2017, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé un article, qui est l'article suivant que vous avez là, qui est dans le code de la sécurité intérieure. J'aurais dû le mentionner, je corrigerai ça dans la présentation, que vous pourrez évidemment télécharger comme d'habitude. Et donc cet article reprend, vous voyez, peu ou prou, enfin pas peu ou prou, elle reprend en fait juste les 2 conditions qui apparaissaient dans l'article 122-4-1. On les retrouve ici à la fin du premier alinéa de l'article 435-1. On vous dit, en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, les militaires, les agents de la police nationale peuvent faire usage de leurs armes lorsqu'il y a une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes, etc. Et tout. Donc, vous voyez que cet article 435-1, il ne fait que reprendre sous forme d'un copier-coller ce qui a disparu du code pénal dans sa partie très générale. Et donc, pour la première fois, la Cour de cassation va être amenée à statuer sur cet article 435-1. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, si vous voulez de la bibliographie, j'ai trouvé que ces 2 articles-là étaient assez intéressants, je les mentionnerai aussi en dessous. Et ce que faisait valoir le moyen de cassation, donc le policier est poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, je crois, ou je ne sais plus quelle était exactement l'infraction qui était invoquée contre lui. Et ce que dit le moyen de cassation, dans le deuxième moyen dans sa première branche, je vous ai juste mis ce passage-là parce que c'est le passage, à mon sens, le plus important. Il y avait d'autres branches, mais elles sont d'un intérêt moindre. Et le moyen de cassation dit, voilà, l'article 435-1 du Code de la sécurité sociale, de la sécurité intérieure, pardon, pas de la sécurité sociale, on rappelle la règle qu'il énonce, et le moyen ajoute, ce texte ne pose aucune condition de concomitance entre la riposte et l'attaque. Et c'est ça la différence fondamentale, effectivement, de l'article 435-1 par rapport à la légitime défense qui apparaît dans le Code pénal à l'article que je vous ai rappelé tout à l'heure. Et que va répondre la Cour de cassation? Elle va dire, voilà ce que nous dit l'article 435-1, très bien, et le premièrement de cet article s'applique bien au cas d'espèce, d'accord? Mais, et c'est ça le passage qui est très important, même si le texte ne le précise pas expressément, au regard de sa formule grammaticale, au regard de l'emploi du présent de l'indicatif, et au regard également des travaux parlementaires, c'est très rare que la Cour de cassation se réfère à des travaux parlementaires pour essayer de déceler en fait l'interprétation qu'elle doit retenir de la loi, mais la Cour de cassation nous dit, vu d'un point de vue légistique, la manière dont est formulé l'article 435.1, vu les travaux parlementaires, eh bien en fait, cette condition de concomitance, elle n'est pas dans le texte, mais c'est comme ça que je veux l'interpréter, moi, Cour de cassation. Et donc, pour qu'il y ait un usage proportionné et nécessaire des armes par les forces de l'ordre, je regarderai également si cet usage, il s'est fait de manière concomitante à l'attaque, l'agression que pouvaient subir les forces de l'ordre ou éventuellement les personnes qu'elles étaient amenées à protéger. Donc vous voyez bien que la Cour de cassation nous dit les conditions d'application de l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, ce sont exactement les mêmes que celles de la légitime défense, et vous avez ces 3 conditions cumulatives, le caractère nécessaire, le caractère proportionné et le caractère concomitant. Et là, au cas d'espèce, il n'y avait pas de concomitance puisque la personne était en train de s'enfuir. Et la Cour de cassation, alors les raisonnements de la chambre criminelle, c'est toujours un peu circulaire, mais vous allez voir, on peut quand même on peut clarifier tout ça. La Cour de cassation, après, s'appuie sur le raisonnement de la Cour d'appel. Et ce qu'elle nous dit, c'est que
ce qu'elle a dit à propos de la légitime défense, c'est exactement la même chose qu'on va retenir à propos de l'ordre donné par l'autorité légitime. L'ordre donné par l'autorité légitime, je vous ai dit, souvent les gendarmes, les policiers l'invoquent en disant bah, on n'a fait agir que sur ce qui nous a été demandé de faire. Et la Cour de cassation nous dit non, on ne peut pas invoquer l'ordre donné par l'autorité légitime. Pourquoi? Parce que les instructions qui ont été données, c'était pas d'interpeller les personnes, enfin c'était d'interpeller que les personnes qui faisaient l'usage d'une arme. Or là, en l'occurrence, la personne qui a été frappée par le tir de flashball, elle était en train de s'enfuir et rien ne démontre qu'elle détenait une arme ou quoi que ce soit. Donc l'ordre donné par l'autorité légitime ne pouvait pas être invoqué par le policier à ce moment-là. Et la Cour de cassation revient à nouveau donc sur l'article 435.1 en disant que ça reprend très exactement le même régime juridique que celui de la légitime défense, d'accord? Et donc elle dit à nouveau, pour vraiment enfoncer le clou, qu'on doit caractériser cette concomitance entre la riposte et l'attaque. Et si on se place, si on oublie la légitime défense et qu'on se place à nouveau sur la question de l'ordre donné par l'autorité légitime ou l'autorisation de la loi, eh bien, nous dit la Cour de cassation, cela doit répondre aux mêmes exigences que l'article 435.1, parce que finalement, l'article 435.1, ça n'est que l'application pour les gendarmes, pour les policiers, des ordres qui leur ont été donnés préalablement et qui conditionne finalement l'utilisation des armes dans le cadre des ordres qui lui auront été donnés auparavant. Donc vous voyez bien que l'on se place sur le fondement de l'article 435.1, sur le fondement de la légitime défense ou sur le fondement de l'ordre donné par l'autorité légitime ou de l'autorisation de la loi, eh bien les conditions sont toujours les mêmes. Vous avez toujours cette condition de nécessité, de proportionnalité et de concomitance. Donc vous voyez que le régime juridique, il est unifié. Et là, en l'occurrence, le policier va donc être renvoyé devant une juridiction de jugement parce que sa vie, pas plus que celle d'autrui, n'était menacée par cette personne qui était en train de fuir et qui n'était pas armée à ce moment-là. Donc je pense que c'est un arrêt qui est très très important, surtout au regard de toutes les manifestations qui ont eu lieu depuis 2 ans et les heurts qui ont pu avoir lieu entre les policiers, les forces de l'ordre et ces manifestants. Donc c'est un arrêt qui, à mon sens, est très important. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais en faire une vidéo, même si, a priori, je ne fais pas trop de vidéos de droit pénal depuis que je n'enseigne plus cette manière à la fac. Voilà, à bientôt.